Aujourd'hui, l'entrevue est avec Jean-Claude Kivogne, né le 6 mars comme Michel-Ange, 1949 à Vesoul en Franche-Comté. Michel-Ange était né avant moi. Je pense. Derrière un esprit original et intelligent se cache un observateur précis et méthodique. Vous êtes attaché à votre travail tout autant qu'à vos racines. Pour créer, imaginer, laisser libre cours à votre originalité, vous méditez et prenez votre temps pour jouir pleinement des choses. Patient et silencieux, vous êtes un contemplatif. Vous semblez aimer la solitude. Derrière votre univers transpire un désir de liberté, d'abord et avant tout. Indépendant, vous vous plaisez dans la marginalité. Quelque peu personnage énigmatique, vous semblez aimer à ne pas agir comme les autres, à n'avoir que faire des conventions, du qu'en dira-t-on, vous maîtrisez l'ambiguïté. Certaines de vos œuvres, volontiers, expriment une tendance à l'anarchisme, au comportement non conformiste d'allure de provocation. D'autres, avec un sens de l'humour poussé à l'extrême, vous savez vous moquer de tout, spécialement, je suppose, de vous-même. Faut-il noter ce désir de vous singulariser en défendant certains principes? Peut-être. Pour autant, conventionnel, voire intraditionnel, êtes-vous un original jusqu'à l'excentricité ou tout simplement un être de grande tolérance? Jean-Claude Kivogne, ma première question. Vous peignez depuis l'âge de 9 ans dans des univers variés. Est-ce à cet âge que vous avez pris conscience que vous étiez un artiste? J'ai jamais tellement pris conscience que j'étais un artiste. Ce n'est pas ce qu'on appelle artiste. Je pense que j'ai pris conscience, oui, que j'aimais beaucoup la peinture et les belles choses. C'est surtout ça. Alors aimer les belles choses, si c'est être un artiste, il y a beaucoup de gens qui sont artistes. Et à 9 ans, la conscience d'être un artiste ou d'aimer les bonnes choses, il y a un démarrage? À 9 ans? À 9 ans, prise de conscience? Oui, parce que dès que j'ai vu peindre, j'avais envie de le faire. J'avais envie, voilà. Une façon de s'exprimer. Tout à fait. Avez-vous gardé quelques-unes de vos premières œuvres? Non. Non. C'est la famille qui me les a pris, et les oncles, les tantes, les grands-parents, tout le monde a disparu, les toiles avec, je ne sais pas où elles sont. Je n'ai pas pu retrouver. Dans votre famille, êtes-vous le seul artiste peintre? Oui. Oui. Oui, catégorique. Il n'y a pas ben d'autres oui, artistes? oui, non. Êtes-vous un artiste dont la sagesse admet le doute et la peur du vide? Ah, je doute, tous les jours. Jusqu'à la fin, vous douterez? Ah oui, oui. Je ne sais pas, quand je suis devant ma toile, je doute. Est-ce que je vais pouvoir exécuter? Est-ce que je vais pouvoir faire, représenter ce que j'ai dans la tête, ou ce qu'il y a sur l'image plutôt, que je regarde pour la représenter sur la toile? Je doute tout le temps. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Voilà. Et jusqu'à la fin de la réalisation de l'œuvre? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la vente, jusqu'à quand vous doutez sur une œuvre? Mais toujours. Même toujours. quand elle est partie? Oui, j'y pense. Je dis, tiens, j'aurais pu encore. faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu... Voilà. On se remet en Mais question. quand elle est partie, ça a une grosse satisfaction parce que elle plaît à quelqu'un. Donc si elle plaît à quelqu'un, c'est merveilleux pour moi parce que c'est une reconnaissance. Elle a une continuité de vie. Oui. J'en revois certaines quand je suis invité chez des clients ou des choses comme ça. Je les regarde, alors évidemment, des fois je suis satisfait, souvent, quand même. Je dis tiens, c'était quand même pas mal, mais je vois les défauts. Ce que j'aurais pu faire éviter, à mon sens, mais pas au sens de la personne qui me l'a acheté. Pour elle, il ne faut surtout pas la toucher, et elle a raison. J'ai donné quelques cours et je dis toujours à mes élèves, quand c'est fini, il ne faut plus y retoucher. Comme oui, dans le cinéma. Comme dans le cinéma. C'est parfait, coupé. Voilà. Il est peu de défis que vous semblez ne tenter de relever. Aimeriez-vous la difficulté, surtout lorsqu'elle vient des autres? Alors, lorsqu'elle vient des autres, ben, je me ferais plus, moi, de
de challenge à moi-même. Bon, quand elle vient des autres, c'est-à-dire que lorsqu'on me donne quelque chose qui peut être difficile à exécuter, c'est là que je prends mon pied, vraiment je prends mon pied, quoi. Donc surtout quand elle vient des autres. Oui, surtout quand elle vient des autres, quoi. Parce que voir la satisfaction de l'autre sur ce qu'il m'a demandé de faire, mais je doute jusqu'à ce qu'il regarde, je suis anxieux parce que ça ne va pas lui plaire, ou il y a quelque chose, ou on ne sait pas, quoi. Donc on a chacun nos goûts, donc c'est bien particulier. Ce que je fais est très particulier, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Heureusement qu'on n'a pas tous chacun les mêmes goûts, sinon on serait tous mariés avec la même femme, la pauvre. Donc, sensible à l'esthétique, incliné vers un certain raffinement, dans un excès d'ordre, recherchez-vous dans votre œuvre la perfection? la perfection, ça dépend ce qu'on entend par perfection. Dans mon œuvre, je ne rechercherai pas forcément la perfection, mais la beauté. La beauté. J'aime ce qui est beau. Et ce qui est beau n'est pas spécifiquement parfait, tout dépend. Voilà. C'est subjectif. Ouais, tout à fait. Vous vous définiriez artiste peintre, impressionniste, expressionniste? J'ai pratiqué beaucoup l'impressionnisme. Je serais plus expressionniste aujourd'hui, oui. Oui. Je pense. Avez-vous un moment de prédilection pour peindre? Le matin, l'après-midi, la nuit? La nuit. La nuit. Oui. Vous êtes un noctambule? Oui, mais ça m'arrive aussi de finir les tableaux en cours de journée, surtout quand il fait froid et qu'il y a de la neige dehors. De mon atelier, quand je vois la neige, la journée, il fait froid, je suis bien dans mon atelier, c'est merveilleux. Quel est votre meilleur souvenir lié à la peinture? Votre première œuvre, votre première expo, votre première vente? Je pense que c'est la première œuvre que j'ai faite. Vous vous souvenez ce Oui. qu'elle représente? Ah, tout à fait, oui, j'ai fait Les Amoureux de Penet. À l'époque, Penet, c'était... Voilà. Hein, et le visage de... Le même jour, parce que quand on a 9 ans, il faut que ça aille très vite. Et qu'on vous apprend, il faut que ça aille très vite. Et le visage de la petite fille qui avait 10 ou 12 ans, qui peignait dans le même cours que moi, quoi. Voilà. Des bons souvenirs. Oui, tout à fait, tout à fait. Les fauves, les félins vous séduisent pour réaliser de nombreuses œuvres sur ce thème par cycle régulier. Avez-vous eu un jour un prémisse pour le fauvisme? Pas vraiment. J'admire le fauvisme, mais ça ne m'a jamais tenté. On va dire que je serais plus, pour arriver là, je me dis, c'est peut-être faux ce que je dis, mais qu'il faut déjà que j'arrive à l'hyperréalisme, à faire quelques tableaux en hyperréalisme, pour avoir le détail dans la tête. Quand on l'a fait une fois comme ça, après on peut aplatir les couleurs et passer sur les détails. Mais dans l'ensemble, quand on regarde la toile, il n'y a plus de détails, mais on les voit quand même, parce qu'on sait les faire. Voilà, en gros. Donc il faut passer par des phases. Il faut passer par des phases extrêmes avant d'atteindre le fauvisme. Voilà, à mon avis. Êtes-vous un peintre spontané ou bien avez-vous besoin d'étudier, d'observer pendant plusieurs jours, d'exécuter une esquisse au crayon avant la réalisation d'une œuvre? Alors, avant la réalisation d'une œuvre, oui, je passe plusieurs jours. Généralement, je peins d'après des photos que je prends ou qu'on m'envoie et que je vais travailler déjà l'informatique sur un logiciel de photo pour peut-être changer les couleurs, faire des choses plus nettes, plus lisses. Voilà. Ensuite, je mets la photo originale, 2 ou 3 photos que j'aurais travaillé à l'informatique, et je fais ma soupe avec ça. Voilà.
Mais j'exécute toujours au crayon avant. D'accord. Voilà. J'arrive même, lorsque c'est un peu compliqué, que j'ai des dégradés comme pour le cheval, comme pour tout ça, j'ai des dégradés de couleur de gris, de faire comme un cahier d'écolier, vous savez, les enfants, 1, 2, 3, alors moi je mets, pour le noir je mets un N, tout bête, TF c'est très foncé, clair, etc. C'est carrément un cahier des charges. Carrément un cahier des charges si j'ai pas le temps d'exécuter la toile dans la foulée, pour le lendemain soir me rappeler ce que je vais faire. Autrement je suis devant et j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit, ce que j'ai transcrit au crayon. Voilà. Parlez-moi de vos œuvres bicolores. À ce sujet, le portrait bicolore rouge et noir de Kadhafi a-t-il une explication? On en avait déjà parlé avant, mais bon, oui, c'est une explication parce que l'actualité de l'époque faisait qu'on en parlait sans arrêt et que je voulais, moi, un petit peu provoquer, attirer le regard. J'avais même fait Brigitte Bardot en noir et blanc à côté, dans mes expositions, avec un petit panier sur une table tout à côté, où je disais aux gens, ils vont bientôt se marier, mais ils n'ont plus d'argent, si vous pouviez les aider. Ça faisait rire tout le monde, parce que c'est mon humour, quoi. Bon, je suis comme ça, on m'a dit, mais Kadhafi, je dis si, il serait très bien au-dessus de votre lit. Si l'art est une façon d'exprimer les choses, quelle place a l'humour dans votre univers artistique? Alors, dans mon univers artistique, il n'y a qu'une toile que vous avez... Il n'y a qu'une toile que j'ai vraiment... Bon, elle est pour vous. Parce que j'ai dit, je sais pas, j'avais envie de me lâcher, puis j'ai trouvé, comme je vous ai expliqué, votre poème. Je ne l'ai lu qu'une fois, on me l'a lu 2 fois. La première fois, je l'ai trouvé assez triste, et c'est vrai. Et puis la deuxième fois, je l'ai trouvé un peu moins. Et la troisième fois, quand je l'ai lu moi-même, j'ai dit là, il y a quelque chose à faire. C'est plein d'humour cette chose. J'ai trouvé que c'était plein d'humour. Peut-être que les autres ne trouvent pas. Mais moi, si, j'adore ça, quoi. Donc je me dis, on vit dans un monde qui est tellement difficile que si on ne garde pas l'humour, mais il faut arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Voilà. Les œuvres des grands maîtres vous ont toujours fasciné. Quel est pour vous le plus grand maître? Bon, ben, c'est pas difficile à comprendre, c'est Léonard de Vinci, c'est le seul qui avait les proportions dans la tête. Parce que même Michel-Ange, je ne les avait pas. J'ai fait une reproduction du plafond de la chapelle Sixtine, c'est bourré de fautes, on va dire, de disproportions, de choses comme ça, oui, c'est sûr. L'art pictural, sous toutes ses formes, vous intéresse et particulièrement chez les autres peintres, qui portent chacun un œil différent sur un même sujet. Votre interprétation personnelle de Mona Lisa, nombre d'artistes l'ont prise comme référence. La vôtre, clin d'œil à Paris et son musée du Louvre, ou bien clin d'œil à un des plus grands maîtres, Léonard de Vinci? Alors, on va dire, la Mona Lisa que j'ai réalisée, j'ai voulu la faire en couleur, parce que j'en avais marre de voir sans arrêt Marilyn Monroe représentée de toutes les couleurs. Je dis, mais Mona Lisa est aussi belle, si on veut bien la regarder, elle a le regard aussi beau qu'elle. Donc j'ai décidé de la faire en 4 couleurs différentes, tout comme j'ai fait des vaches. Voilà. Elles portent chacune un nom, hein, de 4 couleurs différentes aussi. Alors justement, en astrologie chinoise, vous êtes buffle. Ah. La vache et le taureau de l'espèce Bos-taurus seraient-ils vos mammifères domestiques préférés pour être omniprésents dans votre univers pictural? Je trouve que on a beaucoup de chance d'être humain et de pouvoir prélever sur des animaux qui sont si passifs
de pouvoir les manger, quoi. C'est merveilleux, quoi. On a quand même beaucoup de chance. C'est si on donnait à chacun une pelle et un râteau pour aller faire son jardin, on ne mangerait pas tous les jours, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Vous les regardez dans les prés, bon, elles regardent passer les trains. Ben, ils ont du mal maintenant d'avoir les torticolis, parce qu'avec la TGV, ça passe vite quand même. Mais elles regardent toujours. Et puis, ça a un regard sympathique, un peu vide. Mais chez les humains, on retrouve des fois le même regard. Le thème de la corrida dans votre peinture a-t-elle une explication? Oui, je déteste la corrida. Déjà, c'est dit. Ça, c'est Par contre, le folklore, les mouvements, je me suis forcé à assister, à prendre des photos pour... il y a quelque chose quand même qui est un peu exceptionnel quant à la posture du toréador, quant au mouvement de la bête, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il faut voir, quoi. Il faut voir au moins une fois, quoi. Hein. Et j'ai été quand même assez surpris. Bon, il ne faut déjà pas avoir la trouille pour y aller, quand même, hein, parce que faut y aller quand même dans l'arène. Et puis, bon, ben, le torero, lui, c'est le macho, quoi, par excellence. C'est un gros folklore que j'adore, avec tout ce qui tourne autour, quoi. Vous avez traversé le pop art dans les années 67. Oui. Vous utilisiez un procédé à l'encre de Chine sur papier et une allumette en guise de pinceau. Pourriez-vous m'en dire plus? Alors, c'est pas difficile. C'est pour apprendre à peindre, vous regardez un arbre dans la nature, vous commencez comme ça. Vous prenez une feuille de papier, vous prenez une bouteille d'encre de Chine, une boîte d'allumettes, vous trempez l'allumette dedans, pas par son côté soufreux de l'autre côté, et puis vous allez voir, vous faites des teintes, des déliés, c'est formidable, et vous commencez à peindre comme ça. Et comme vous avez des exemples, c'était le début où mes parents avaient la télévision, je voyais ça, je voyais des gens qui faisaient dans les magasins des chemises, des choses comme ça. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. Puis quand on est jeune comme ça, on aime tout ce qui est nouveau. C'était l'iPad, l'iPod, ce que vous voulez d'aujourd'hui. J'ai dit, tiens, je vais prendre mon pied avec ça. Donc un cahier de dessin, de l'encre de Chine, une boîte d'allumettes, vous faites des trucs avec, c'est formidable. C'est formidable, quoi. Voilà. Les explosions florales depuis les années 2000 vous captivent d'une façon particulière. Vous pouvez peindre principalement une fleur en détail sur un tableau pouvant mesurer 1,50 m. Serait-elle votre sujet de prédilection? Un petit peu, parce que quand vous arrivez à quelque chose, petit à petit, comme tout le monde, bon, je peins des choses tout à fait naturelles, des bouquets de fleurs, des vases, des paysages, etc. Et puis d'un seul coup, vous regardez une fleur, si je la faisais un petit peu plus grosse, et puis si je la faisais encore plus grosse, et puis après tout, un coquelicot d'1,50 m sur 1,50 m, pourquoi pas, une seule fleur. Parce que on peut lui donner une forme, quand on les regarde, ils ont des formes qui sont formidables. Bon, moi quand je prends la photo, je sais qu'elle restera, le lendemain, c'est plus le jour, parce que le pauvre pavot, il est mort, il est décédé, paix à son âme, mais je le reproduis sur la toile. Et ça m'arrive de lui dire dans mon jardin, t'inquiète pas, demain tu ne seras plus mort. Donc il est immortalisé. Il est immortalisé, voilà, et en très très grand, très très... Oui, j'adore, j'aime bien quand vous regardez bien, quand vous regardez les ombres, les veines à l'intérieur, on dirait, c'est fait comme nos veines, on dirait qu'il a du sang, qu'il a de la vie là-dedans. Donc on peut reproduire ça. Bon, sur un bouquet, on ne le reproduit pas, on fait une tache, boum, on n'en parle plus. Voilà. Présentes toutes les deux dans votre univers, vous dites avoir redécouvert l'acrylique en 2008. Alors, votre préférence pour les tonalités huile ou acrylique? Ah, je continue à faire les deux. Voilà. Comme j'aime les choses, on va dire, pas trop sophistiquées, ni comme j'aime les aplats.
Ils appellent bien net avec... pour l'acrylique, c'est l'idéal. Voilà. C'est peut-être une facilité en soi. Pour faire les dégradés tels que je veux les faire, ça va plus vite parce que ça sèche tout de suite. Vous comprenez? Comme j'expliquais tout à l'heure, quand je numérote mes toiles, si je faisais ça à l'huile, c'est pas possible parce que ça se remélange, techniquement parlant, c'est pas évident. Vous êtes obligé de vous y reprendre 3-4 jours après. Donc, c'est une technique capricieuse, l'huile. C'est pas une technique capricieuse, c'est une technique à l'huile. Ah. Point. Et l'avantage de la technique à l'huile, c'est qu'on peut se reprendre le lendemain. Voilà. Le désavantage de l'acrylique, c'est qu'on ne se reprend pas. Lorsque vous peignez, comme je peins, comme j'arrive à faire du négatif, si on se trompe, on prend sa toile, on la déchire, on la fout à la poubelle. Donc il faut essayer de ne pas se tromper. Donc il faut bien préparer. Mais j'aime ça. Voilà. Donc il n'y a pas de préférence. Non, j'ai pas de deux préférence. styles différents. C'est deux styles différents. Deux tonalités différentes. L'huile me repose plus que l'acrylique. Quand même. D'accord. Associeriez-vous volontiers l'art majeur de la peinture avec la photo? Ah. Il y a certaines photos, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a certains photographes me fascinent dans leurs photos. La photo est magique? La photo, c'est magique, on peut faire beaucoup d'irréel aussi, mais avec la peinture, on y arrive aussi. Maintenant, avec ce qu'on nous vend, avec les techniques et tout, on fait quand même pas mal de choses. Vous semblez vous intéresser aux vastes entreprises, à tout ce qui peut entraîner une transformation du monde. Qu'aimeriez-vous transformer? Les idées, les mentalités, les relations humaines? Oh ben, les relations humaines, c'est sûr. Voilà, parce que c'est la clé de tout. Voilà. Bon. Il y a du boulot? Ah ben... Oui, mais moi je ne vais pas m'y attaquer. Hein. Peut-être pas tout seul. Oui, peut-être pas tout seul. S'il y a un groupe qui veut penser, et puis ben, je vais suivre. Voilà, mais tout seul, mais non, c'est pas possible. La Fondation Taylor, fondée en décembre 1844, son but est de développer la connaissance des arts grâce à l'entraide entre artistes. Est-ce par grandeur d'âme et le sens de la solidarité que vous y êtes sociétaire? Tout à fait. Oui, catégorique. Oui, catégorique, parce que j'ai vu dans cette société des vrais peintres. Et une vraie entraide? Et une vraie entraide. C'est rare dans le milieu artistique. Oui, c'est très rare. De la peinture. Oui. À votre avis, que manque-t-il aux 1001 artistes peintres talentueux en France et dans les dom-toms qui tentent d'exister, de vivre de leur art, de sortir du lot, d'être reconnus? Ce qui manque. Ce qui manque. Ce qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est de vivre de leur art, je pense. Parce que, mais enfin, tout est lié. S'ils ne vivent pas de leur art, peut-être que si vous ne plaisez pas au public, il n'y a rien qui marche. Si... Quel talent a-t-il à voir là-dedans? À talent égal. Ah, à talent égal. Voilà. À talent Ce qui égal. fait toute la différence entre certains artistes à talent égal. Il y en a qui percent, il y en a qui plaisent, il y en a qui percent pas, qui perceront jamais. Est-ce que la chance a une part de vérité dans... Je pense qu'il ne faut pas que peindre, il faut penser au travail aussi. Il faut penser à promouvoir ses toiles, il faut penser à les montrer au public, il faut penser... Et écouter le public, écouter l'autre. Écouter l'autre, dire... j'aime pas bien ce que tu fais, demander au public. Moi, dans mes expositions, quand je vois des gens qui sont devant une toile, je vais leur parler. Je parle à tout le monde. Je n'arrête pas. Donc il leur manque peut-être un côté relationnel, Tout à fait. marketing. C'est pas le côté marketing, c'est d'être sympathique avec les gens. De ne pas les regarder. Si vous rentrez dans une galerie ou dans une exposition, que l'artiste est dans son coin et vous regarde avec méfiance, vous n'avez pas envie d'aller parler avec lui. Je ne parle même pas d'acheter.
C'est pas le problème de vendre. Le problème, c'est d'aller vers l'autre, de parler avec lui, de lui demander son avis. Et qu'il vous réponde franchement, ça vous plaît pas, et qu'est-ce que... Voilà. Bon, je pense qu'à partir de là, ben, on évolue. On dit, bon, ben, peut-être que là, ce que je fais, c'est pas... Ça me plaît à moi, mais c'est peut-être pas terrible pour les autres. Peut-être que si je veux vivre de mon art, il faudrait peut-être que je me remette en question. Et vous pensez que les artistes se remettent en question, en général? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Le temps d'une vie est insuffisant pour coucher sur la toile tout ce qui est possible de peindre. Pensez-vous avoir déjà peint l'essentiel? Oh non. Oh, oula. Loin. Oh là là, rien que pour votre toile, je sais pas, j'avais une idée par jour. Alors non. Ça me prend, puis quand ça me prend, c'est comme ça. Je me promenais à Uzès, j'ai vu ce joueur de saxophone. Comme ça, il remballait, je l'ai payé pour qu'il s'en remette, pour le prendre en photo, pour le coucher sur la toile en rentrant chez moi. Parce que j'avais envie, c'était le moment, c'était le lieu, c'était le... Voilà. Voilà, 3 jours après, il était sur la toile. C'est comme ça, bon voilà. Il y a un moment pour toute chose. Il y a un moment pour toute chose, et puis quand on ressent les choses, il faut y aller. À ce jour, que diriez-vous de votre parcours artistique? Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise de mon parcours artistique? J'ai plus évolué en écoutant. C'est surtout ça, il faut sortir, voir d'autres artistes. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas, c'est comme dans toute corporation. Discuter avec eux, voir avec le public aussi, et puis avec ça on doit s'en sortir, quoi. Progresser toujours, regarder les nouvelles techniques, aller voir d'autres artistes, surtout discuter avec eux. Il y en a qui sont fort sympathiques. Encourager ceux qui n'y arrivent pas. Voilà. Quand on est à un certain niveau, peut-être les conseiller aussi. Ça peut se faire. Ça, quand vous avez des choses qui plaisent, dire, tu vois, peut-être que, mais sans... Peut-être que ton art, peut-être que si tu le fais autrement, peut-être que, mais c'est très difficile en y allant vraiment sur... parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas se mettre à la place de l'artiste, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Et tous les artistes sont peut-être pas prêts à entendre certaines vérités, ou ne veulent pas se remettre en question. Voilà, moi, pour parler comme ça, il faut déjà qu'ils viennent à moi. Qu'ils soient ouverts. Qu'ils soient ouverts. Qu'on parle entre nous, et puis qu'il y ait déjà un certain attachement, quoi. Une certaine confiance qui s'installe. Certaine confiance qui s'installe. Mais ceux qui sont dans le fond, j'essaye quand même de les encourager, quoi. La vie est jalonnée de rencontres de hasard. Pour vous, le hasard existe-t-il? Il faut le provoquer. C'est pas en restant chez soi que le hasard va venir. C'est en sortant, en allant voir, voilà. Il existe ou il n'existe pas? Mais c'est plus du hasard, c'est quand on provoque les choses. Si vous allez voir un de vos collègues qui fait une exposition, on va le voir, on se présente, je me présente toujours, je ne le connais pas, je discute avec lui, on fait des rencontres magnifiques. Et parfois, après, on expose ensemble. Voilà, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Vous peignez dans des univers changeants suivant le regard que vous portez sur tout ce qui vous entoure et vous séduit. Quel regard portez-vous sur mon projet Pointillisme littéraire et pourquoi avoir accepté d'y participer? Alors, parce que j'ai dit, tiens, voilà un fou qui m'appelle, qui a une idée où j'ai pas tout compris tout de suite, mais il était tellement enthousiaste, cet homme, que j'ai dit, bon, ben, je vais s'il est enthousiasmé comme ça, on va aller avec lui et puis on verra bien sur le coup. Et puis après, bon, après quelques conversations téléphoniques, bon, ben, j'ai dit,
bon, il tient debout, voilà. Et je me dis qu'il faut, pour avancer, il faut faire des choses. Des choses pas communes, il faut toujours inventer, avancer, pas dire ah ben hier c'était mieux, non ce sera mieux demain. Et puis comme ça on avance. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. J'ai dit ben oui, pourquoi pas, voilà. Vous croyez au projet, vous croyez en l'homme? Oui, ah ben de toute façon on peut croire au projet, pas croire en l'homme. Il faut les deux pour que ça marche. Il faut les deux. Si votre projet est pourri, si vous avez beau vous énerver, hein, si vous ramez dans une barque quand la rivière est sèche, vous n'avancerez pas, mais quand il y a de l'eau, si vous mettez un bon moteur, ça va y aller. Donc là, c'est pareil, quoi. Hein, il faut tous les ingrédients. Faut tous les ingrédients. J'espère les avoir. Oui, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Vos projets 2012-2013, vos souhaits futurs? Ah ben, si vous saviez, enfin mes projets 2012-2013. Surtout continuer à peindre. C'est voilà. Le projet premier. C'est le projet premier. Donc, les expos futures, il y en a une qui se prépare. Il y en a une qui se prépare, oui, à Semur-en-Auxois, donc à partir du 15. Ensuite, donc, justement, on parlait de ça, il y avait le Chemin des Arts, qui est une exposition qui a lieu chaque année, où je suis allé, où je ne participais pas parce que j'avais pas je faisais autre chose. Je présentais moi-même des toiles à des clients particuliers. Ça tombait mal, les dates n'étaient pas, ça ne m'allait pas. Et j'y suis allé quand même pour voir et dire bonjour aux artistes présents. Et comme je vais vendre ma maison et partir sur Nîmes, j'ai rencontré un artiste nîmois, d'office là-bas, avec qui j'ai fait connaissance, qui est venu à la maison et nous allons exposer ensemble après sur Nîmes. Vous voyez les rencontres. Voilà. Il ne faut pas rester chez soi. On rencontre, on en fait ou on n'en fait pas, mais si vous êtes un peu ouvert au monde, sans être, on va dire, un but de sa personne et puis arriver en pays conquis, c'est-à-dire simplement en se présentant en disant, bon, ben, je suis également artiste peintre, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est très difficile de faire quelque chose tout seul aussi. Mais il faut trouver les gens avec qui vous vous sentez bien. Eh bien, merci Jean-Claude Kivonne, Christophe Jarecki pour la galerie, en direct de Flé en Bourgogne, octobre 2012. C'est moi qui vous remercie.